Et on poursuit ce rendez-vous sur Liberté FM avec Jean-Louis Montagu que l'on retrouve. Bonjour. Bonjour Monsieur Gado, j'espère qu'on ne va pas lasser nos auditeurs. Non, j'espère pas en tout cas. Voilà pour la suite de cette aventure autour des maires de Ribérac. Il y a un petit suspense, c'est vrai qu'on les a laissés en plein... Seconde République. Non, juste avant. Nous, on les a abandonnés avec un château en ruine. Oui, en train de il n'existe plus donc aujourd'hui. Terminer la restauration et puis passer maintenant une petite deuxième République qui ne va pas durer longtemps. Bon, j'espère que après ce suspense insoutenable, les Ribéracois vont nous demander la suite. Alors, mais peut-être qu'ils ont profité de ces quelques jours entre les deux épisodes pour faire le tour des rues de Ribérac, pourquoi pas. J'espère. Allez, on y va ? On y va. Alors, deuxième République, elle ne va pas durer longtemps, 4 ans. Bon, cette fois, quand même, les maires sont élus par le conseil municipal pour les communes de moins de 6 000, pour les petites. Donc, nous, on est concernés, puisque je vous dis, à l'époque, on commence à atteindre les 4 000. Oui, pour les autres. Et pour les autres, pour les toutes petites, ils sont nommés par le préfet. Voilà. Bon, ça reste des régimes à semi-démocratiques. Hein, et on craignait toujours le bas peuple, puisqu'il y a toujours le sens. Et vous allez voir que Napoléon III joue beaucoup sur le sens, enfin sens, C-E-N-S, hein, c'est-à-dire l'impôt qu'on payait, qui servait de sélection pour les électeurs, et les éligibles d'ailleurs. Un paysan du coin ne pouvait pas être maire, il fallait avoir une certaine fortune. Alors on arrive à Antoine Guillemot. Bon, il n'a pas laissé il est resté 2 ans. Il a fondé le journal La Ruche, alors qui est consultable au Centre culturel et qui fait partie de nos archives absolument précieuses. Voilà. Alors, il a été révoqué par des commissaires du gouvernement. L'un des commissaires, d'ailleurs, qui s'appelait Montagu, a été très poli avec lui. Mais je ne le connais pas, hein, c'est peut-être pas de ma famille. Et voilà, c'est Marc Dufraisse qui l'a... ou quelqu'un qui l'a dénoncé pour je ne sais quel... À l'époque, il ne fallait pas grand-chose pour... Alors arrive Pierre Serbat, qui le remplace, toujours nommé cette fois. Oui, parce que voilà, il y a eu une réorganisation de tous les conseils municipaux. On a dû chasser tous les anciens, les gens de la restauration. Et voilà. Alors de nouvelles élections. Alors la liste, c'est Marc Dufraisse. Alors Marc Dufraisse, je souhaiterais que quelqu'un d'autre en parle parce qu'il y a toute sa biographie il a été député sous la Deuxième République. Hein, c'est un personnage en soi, quoi. Une grande famille de notables, et il s'est fait beaucoup... Enfin, il s'est signalé par ses activités de journaliste et polémiste, surtout. Voilà. Il a même été exilé après différents événements, et il est mort en exil. Voilà. On continue, parce qu'arrive Élie Deslugin, qui restera 3 ans. Élie Deslugin, lui, est resté... Apparemment, Marc Dufraisse n'était pas resté du côté de la majorité, donc Deslugin, lui, semblait plus admis par le peuple, plus conforme à la démocratie. Et c'est alors qu'arrive la surprise, quoi, pendant son mandat, c'est Louis-Napoléon qui avait été plébiscité avec des millions d'électeurs sur son simple nom, hein, sans programme. Il voulait prolonger son mandat de Deuxième République. Comme on ne voulait pas, il a fait son coup d'État. Et il a commencé à créer un empire. Il est redevenu empereur comme il prétend être petit-neveu de Napoléon, ou je ne sais quoi, enfin, membre de la famille en tout cas, ce qui n'est pas toujours attesté par les historiens. Mais enfin bon. Alors ils fonde la Société Secours Mutuel, je parle d'Élie Deslugin, et vous avez ça sur le vieux théâtre. Il y a un panneau sculpté qui indique, alors c'était les premières caisses d'épargne, si vous voulez, et de secours mutuel. C'était des assurances, parce qu'évidemment, la pauvreté régnait, et à ce moment-là, la solidarité était plus qu'utile. On passe à Achille Simon, qui a été nommé, lui, par l'empereur, en 1855. Et qu'est-ce qu'on lui doit ? Le monument, hein, que tout le monde nous envie. La mairie actuelle, hein, qui n'était pas à l'époque, hein, c'est une habitation particulière, c'est lui qui l'a fait construire.
sur le modèle de Château Margaux, tout simplement. Enfin, j'en parle dans le... c'est le... Comment on appelle ça? C'est le château... J'ai oublié le nom du château, mais c'est un château dans le vignoble bordelais. Et c'est pour ça que ça explique son côté 19e siècle, architecture remarquable. Pardon. Après, arrive Pierre-Roger Dufraisse, pendant 7 ans, lui, nommé aussi par décret impérial. Donc, je dirais que il a relancé, ah oui, c'est intéressant, il a relancé le débat sur une nouvelle église, puisque l'église de la Trinité servait de grenier à grains, ou de local municipal, je ne sais pas. Et ce débat, c'est intéressant, parce que vous voyez, il démarre dans cette époque et il va durer presque un siècle, hein, avant qu'on construise Notre-Dame de la Paix, et encore sur fonds privés. Alors, l'amiral Auger Dufraisse a été maire de Ribérac, donc de 58 à 65, un des plus brillants amiraux de la marine française. Donc ça vaudra le coup qu'on en parle vraiment à part, parce que il est tout à fait un personnage remarquable qui mérite peut-être une partie d'émission rien que pour lui. Sachant qu'il a fini, après avoir été maire en 1888, chef d'état-major au ministère de la Marine. Il a reçu... Après, il a été nommé major général. Et lors d'une expédition en Algérie, il a attrapé une maladie. On ne sait pas ce que c'est, mais à l'époque, c'était vite fait. Il n'y en avait pas de vaccin comme aujourd'hui, hein. Arrive l'époque, les 10 dernières années, après les 10 premières où l'Empire était libéral, l'Empire était autoritaire, pardon, il devient plus libéral parce que la population commence à ne plébiscite plus cet empereur qu'à l'époque, elle a quand même élu avec 95% des voix, c'est-à-dire plusieurs millions d'électeurs. Et c'est là qu'on voit l'ancienne mairie de Ribérac, qui est maintenant la Poste, qui a été construite vers cette époque, hein, qui date de cette époque, donc autour de 1860. Et puis vous avez des écoles. Ribérac devient un centre réputé scolaire. Voilà. Alors il y a eu des écoles privées, et puis des écoles gratuites. Enfin, il y a beaucoup d'écoles. Hein. C'est d'ailleurs ce dont on a été aujourd'hui, parce qu'on est quand même un centre scolaire assez exceptionnel pour la communauté de communes et la région. Même. Alors arrive Oscar de Fourtou, alors là, qui devient ministre de l'Intérieur sous la présidence de MacMahon. Encore un personnage exceptionnel qui méritera aussi qu'on lui fasse un petit paragraphe spécial dans une autre émission, quoi. Il est resté de 65 à 70 et il a réalisé pas mal de choses. C'est un personnage puissant qui avait été remarqué par Thiers, par ses talents d'orateur. Et vous voyez, il a été ministre des Travaux publics, ministre des Cultes, ministre de l'Instruction publique, ministre de l'Intérieur jusqu'en 1877. C'est-à-dire qu'il a fait ensuite le début de la Troisième République. Bon, parfois, ces mandats n'ont duré que quelques mois. Mais enfin, comme c'était des gouvernements très instables. Mais c'est un personnage tout à fait remarquable. Alors, sachant qu'il a un fils, Joseph, là c'est Oscar Bardi de Fourtou dont je vous parle. Il a un fils, Joseph, qui a eu un destin plus chahuté, puisqu'il a été radié de la Légion d'honneur comme impliqué dans l'affaire Stavisky, mais il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé en devenant résistant, chef de l'armée secrète dans les Alpes-Maritimes et mort en déportation. Donc ceci excuse sans doute cela. Bon, arrive Pierre Servat, hein, parce que Marc Dufraisse avait été exilé par Louis-Napoléon. Et Pierre Servat, il devient maire pour la deuxième fois. Et en 1870, vous savez que ça a été quand même la défaite face à l'Allemagne. Donc, lui, il est arrivé à cette époque-là. Mais par contre, vous savez aussi que c'était l'acte de bravoure, enfin tout le monde devrait savoir que c'était l'acte de bravoure du colonel Denat à Coulmiers. Les mobiles de la Dordogne se sont illustrés par une brève victoire qui d'ailleurs n'a pas empêché les Allemands de reprendre pied ensuite, mais qui ont fui devant eux à Coulmiers, c'est-à-dire c'est près d'Angers.
Et d'où cette statue que nous avons du colonel Donat sur la place du marché. Voilà. Enfin, il était commandant d'ailleurs à l'époque. C'est une des rares victoires françaises de la guerre de 70. L'autre, non moins célèbre, c'est la résistance de Belfort, qui nous vaut d'ailleurs des monuments comme le Lion de Belfort, qui est même à Paris, place d'Alésia. Vous avez la place d'Enfer Rochereau, et d'Enfer Rochereau, c'est un général valeureux qui a résisté, ce qui a valu d'ailleurs à Belfort un statut particulier, le sortant du département de la Moselle d'ailleurs on appelle territoire de Belfort, ils ont un statut particulier, ils ont été épargnés dans vous savez, quand ils ont annexé, les Allemands ont annexé Alsace et Lorraine, sauf Belfort. Voilà. Donc je passe là aussi, on pourra raconter la bataille de Coulmiers dans un autre chapitre. Hein, c'est pas là, on parle des mers. Hein, donc, mais ça vaut la peine de rappeler ça. Surtout que donc, le fameux il était général, le général de Nattes, est devenu propriétaire par son épouse, qui était une Dulo d'Allemand, du Mas de Monté. Hein, là où il est décédé, le château du Mas de Monté à Petit-Bersac, qui est maintenant un restaurant. Absolument. Mais là où d'ailleurs Madame Roland, je le précise, avait reçu un certain François Mitterrand lorsqu'il se faisait héliporter en Abino. Voilà. Bon, d'ailleurs, il y a un monument mobile de Coulmiers, donc cette statue qui a été inaugurée en 1910, par contre, beaucoup plus tard. Voilà. Et les victimes de 1870, on doit en avoir, mais malheureusement, elles sont dans le monument qui est à Périgueux, sur les allées de Tourny, et la liste des tués est à l'intérieur du monument, ils le disent. Bon, on passe à la Troisième République, parce qu'après la chute, il y a eu l'intermède de la Commune qui n'a pas duré, 2 mois maximum. Et on passe à la Troisième République, où l'organisation municipale prend sa tournure actuelle, c'est-à-dire l'élection du maire et des adjoints par le conseil municipal encore, enfin c'est pas... quoi qu'on le fait toujours. Hein. Oui. Après l'élection, c'est le conseil municipal qui transfère ses pouvoirs au maire, quelle que soit l'importance de la commune, avec un mandat à l'époque de 4 ans. Alors Paul Durieux arrive, 1814-1877, enfin c'est jusqu'à la fin du régime de MacMahon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'institution Saint-Joseph, alors que j'ai connue, puisqu'elle est en face dans la rue du Four. C'était à l'époque où je l'ai connu, c'était un institut pour les enfants orphelins. Et surtout, en 1875, le projet de la ligne de chemin de fer Périgueux-Ribérac. Le chemin de fer se développe, et à ce moment-là, Ribérac prend son tour, quoi. Et ça va être un développement pour Ribérac, parce que le chemin de fer a permis beaucoup de choses, hein, en particulier l'animation des marchés. Henri Duteuil arrive ensuite pendant 1 an. Bon. Et surtout, pendant qu'il était là, c'est la visite du maréchal MacMahon, c'est-à-dire à sa fin de règne, si j'ose dire. Oscar de Fourtou, qui était ministre de l'Intérieur, lui a fait visiter la ville. Et on a choisi d'ailleurs à l'époque aussi l'emplacement de la gare, qui était un peu loin, il faut le dire, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des carrioles, il n'y avait pas de voiture. Voilà. Et donc, cette visite a donné lieu à des cartes postales, je crois qu'on retrouve de collection. Pierre Serbat, donc, continue. Puis Achille Simon. Alors, Achille Simon, deuxième fois qu'il devient maire, mais ça a été très court. Enfin, il a construit une salle d'asile. Et il s'est battu avec un duel avec son propre neveu. Parce qu'il visait le poste de député. Voilà. Donc, à l'époque, le duel n'était pas proscrit comme ça. Donc, quand on avait un problème, hein, on le réglait simplement. C'est ça, comme ça. On ne faisait pas appel à la justice. Bon, arrive la République. Les Républicains emportent, après les monarchistes qui étaient revenus, ou les bonapartistes, la République arrive. Et là, ça va durer longtemps, parce que... Elle commence en 1880. Alors, elle commence elle a trois visages, je crois. Le premier, c'est la République opportuniste,
On l'appelle comme ça, parce que ce sont les radicaux qui ont surtout basculé d'une majorité à l'autre, qui permettaient de garder cette majorité aussi longtemps. Parce que ça va durer jusqu'à la 4e, c'est jusqu'à 1944, hein, c'est la 3e République. Alors, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est cette loi de 1884 qui donne au conseil municipal le droit de régir les affaires de la commune. Voilà. C'est fondamental, ça. Et toute commune doit se doter d'un hôtel de ville. Bon, nous, c'était déjà fait, comme je vous l'ai dit, puisqu'on a... Mais il doit aussi s'occuper de la construction des écoles, de la réglementation des débits de boissons, hein, pensez au café des colonnes, et intervenir dans la vie économique locale et entretenir les édifices cultuels, puisque la loi... Enfin, c'est pas encore, mais la loi de séparation... Là, c'était sous concordat encore. Hein. Alors, Achille Simon, lui, c'est le palais de justice. Ah bon, on en a déjà parlé, il me semblait que... Oui, il a été inauguré en 1886. Voilà. Non, ça c'est l'école, excusez-moi. C'est l'école de garçons, le minage, et puis la ligne de chemin de fer mise en exploitation le 19 décembre 1881. En plus, on commence à éclairer la ville au gaz, et c'est là que, vous voyez, au bout de la place du relais, il y a la vieille usine à gaz, mais à l'époque, il n'y avait pas encore l'électricité, hein. Voilà. Et la rue aux bœufs, ah oui, en 1885, la rue aux bœufs, devait porter son nom parce que les bœufs du marché, c'est un marché aux bestiaux, prend la dénomination d'avenue Arnaud Daniel. Ah, c'est un petit hommage. La gare de Ribérac, qui est bâtie en 1880. À cette époque, et l'usine à gaz, dont je vous ai parlé, qui date... Elle est inaugurée en 1888. Et c'était la grande joie. Arrive Achille Laroberti, lui, il n'a pas grand-chose à faire puisque beaucoup de choses ont déjà été faites. Il avait 71 ans quand même. Il a créé l'école primaire supérieure et il a bâti l'école communale de filles. Alors, lors du centenaire de la Révolution de 1889, donc au bout de 100 ans, c'était la colonne commémorative qui se trouve actuellement avec le buste de Marianne. Enfin, à l'époque, elle était beaucoup plus haute, hein, et il a été déplacé au jardin public, voilà, qui servait de point de référence pour toutes les cérémonies, quoi. Voilà. C'est l'histoire, je ne la détaille pas, mais c'est aussi un monument qu'on retrouve dans beaucoup de communes ici, fait sur le même modèle. OK. On passe à la République modérée, tant qu'on y est. Ce sera la dernière partie. Oui, il y a beaucoup de maires qui se succèdent. Henri Duteuil, Pierre Serbat, Honoré Aurillac. Alors, c'est des mandats courts, 2 ans, 3 ans, 2 ans pour Joachim Soureau, qui a donné sa démission l'année suivante, vous voyez. Et Joseph Desbonnières, lui, par contre, a duré 13 ans. Donc, lui, c'est surtout la place des Bonnières, qui porte son nom, d'ailleurs. C'est un drapier. Et il a essayé, lui...